Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation du chapitre 2. Cette vidéo que vous allez voir là maintenant a été enregistrée le samedi 9 mai. Très rapidement, effectivement, j'ai pas enregistré le son de mon ordinateur sur le moment, ce qui veut dire que vous allez m'entendre moi, mais vous n'entendez pas les gens avec qui je parle. Alors, je suis pas taré, je parle vraiment avec des gens. Je vais rajouter probablement du texte, des questions qui va vous permettre de savoir ce que les gens m'ont posé sur le moment, et si on a l'impression que j'interagis avec des gens, c'est parce que j'interagis avec des gens sur le moment, mais vous les entendrez pas. Bon visionnage à vous, passez un bon moment et amusez-vous bien. Donc j'étais en train de dire effectivement, Damien il a joué au chapitre 2, il a testé tout un tas de nouveaux trucs hyper intéressants. En tout cas intéressant pour nous, après ce sera à vous d'en juger. Notamment effectivement la première chose qui fait son apparition au chapitre 2, c'est les compétences de niveau 1 et les compétences de niveau 7. Donc en gros vous allez avoir tout un set de compétences que vous allez pouvoir choper au début de la partie, surtout quand vous jouez au chapitre 1, l'endurance sert pas grand chose si vous n'avez pas les phylactères. Et donc les phylactères, ce qu'on a dit, je sais plus à qui, sur le Facebook il n'y a pas longtemps, que les phylactères vont disparaître en fait. Les phylactères sont juste là. Temporairement, ils ont été bloqués sur le Kickstarter, mais à terme, les phylactères vont dégager puisqu'ils vont être remplacés par des compétences de niveau 1. L'avantage de ces compétences de niveau 1, c'est qu'elles ne sont pas liées à un perso, donc chaque personnage ne récupère pas sa compétence, mais en fait, vous allez la choisir. Donc il y a tout un set pour le moment, on en a fait 2 par caractéristique, et par caractéristique j'entends donc vitalité, endurance, foi, intelligence, force et dex. Donc en gros pour le moment il y a 24, 16, 12, non peut-être 18, on a peut-être fait 18, on a peut-être fait 3 par caractéristique, on doit avoir 18 compétences de niveau 1. Donc en gros quand vous commencez la partie vous pouvez en prendre une, savoir notamment si l'intérêt dans un futur lointain, si vous vous mettez à faire du JDR ou des choses comme ça, de vous donner des compétences qui vous permettront de pimper un peu vos persos pour les rendre un peu plus modulables et un peu plus personnalisables, parce que quand vous allez devoir jouer le perso, ce sera cool pour vous d'avoir une vraie histoire. Je peux vous montrer un petit exemple si vous êtes curieux. Je vais vous ouvrir un petit peu tout ça, vous allez voir, hop là, ça c'est cool ça. Donc il y a une grosse partie du boulot qui est fait au niveau des compétences. Alors en gros là, alors je sais pas si le design est définitif, je sais pas si ça va l'être ou pas. Je pense que en fait là c'est ni plus ni moins un coupé de ce que vous avez sur la fiche de personnage. Alors il y aura des cartes qui vont ressembler à ça aussi, qui seront telles quelles je pense comme ça, simplement parce qu'elles vont avoir vocation à écraser certaines compétences qui existent déjà sur des personnages, notamment je pense à l'érudit qui a une compétence de niveau 3 qui est très ancrée dans le chapitre 1, qui se reverra probablement récupérer une autre compétence qui aura toujours la même vibe, mais donc il y aura toujours un petit peu la même vibe, mais qui permettra de lui faire autre chose que ce qu'il fait dans le chapitre 1. C'est le cas pour pareil de l'assassin, c'est le cas pour 2-3 trucs. Je pense qu'il y a quelques compétences qui vont être revues dans le chapitre 2, qui vont être réécrasées, rééquilibrées non, parce qu'elles marchent relativement bien, mais réécrasées pour avoir un texte un peu plus large. Pour répondre à toi Hermos, du coup, est-ce qu'avec le chapitre 2, on aura la possibilité de monter un perso sur plusieurs parties ? La réponse est oui. Alors le chapitre 2 en fait va ressembler un peu à ceux qui connaissent à HeroQuest. Donc, vous allez avoir une série de scénarios. Si on suit ce qu'on a prévu, il devrait y en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 je crois, si je dis pas de conneries. 12 scénarios. Alors vous allez commencer chaque niveau 1 sur le premier scénario, puis niveau 3 sur le deuxième scénario. Et après en fait, ça va être incroyable ce live, parce que je vais même vous faire du paint, vous allez voir c'est fou. Hop. Donc en fait je suis prof particulier, c'est ce que je fais le plus je crois, paint. Du coup vous allez avoir un scénario qui va être là, un deuxième, et après vous avez en gros 1, 2, ça va mettre 3 embranchements comme ça. Vous allez pouvoir choisir, il faudra faire les 3 je pense, dans l'idéal ça sera de faire les 3 embranchements. Chacun des embranchements doit avoir 3 scénarios. Hop, hop, et après tout se rejoint au même endroit sur un dernier scénar qui clôturera l'histoire en fait du chapitre 2. Donc vous aurez la possibilité de créer vos propres scénars. Je pense qu'on mettra une plateforme, un truc sur le site, quelque chose qui vous permettra de continuer à créer du contenu de jeu. Mais sinon par défaut, nous on devrait vous fournir donc 12 scénars. Et du coup dans ces scénarios vous allez effectivement garder vos personnages avec leur niveau, leur équipement, via un système je pense de sauvegarde qui fonctionnera je pense via application ou via le site web, je verrai. Alors en fait ça va être, en fait ils vont être par axe,
ils vont être un peu collés entre eux. En fait, tu pourrais t'amuser. Si t'as un mec qui a pas fait par exemple celui-là et qui arrive directement sur celui-là, il va être un petit peu dérangé. Dans l'idéal, en fait, chacun des petits traits que j'ai fait là avant que ça se sépare et tout ça, c'est en gros une espèce d'axe. Alors après, tout ça raconte une histoire globale, mais t'es pas dans l'obligation de toute façon d'avoir suivi le truc pour comprendre ce qui se passe. De toute façon, on va toujours pas être en mode JDR, donc tu vas toujours pas avoir de prise de décision avec des PNJ, des choses comme ça, ou parler avec un PNJ, tout ça, ça va toujours pas se faire. Par contre, tu vas avoir des quêtes et des sous-quêtes au sein d'un scénar, ça va arriver, avec des objectifs à remplir, des choses comme ça. Une mandale, on en parlera, un système de bataille sur damier, tout ça, on va en parler. Mais effectivement, chaque scénario va principalement avoir du coup un blabla de début sur quelques lignes, un blabla de fin, des sous-quêtes à l'intérieur et surtout des prises de décision au sein du truc. Donc en fait, en fonction de ce que... et ça, ce sera pour ceux qui voudront jouer le jeu jusqu'au bout, c'est-à-dire en fonction des décisions que tu vas prendre pendant tes scénars, il va probablement y avoir un système de points, je ne sais pas encore comment je l'appelle, je pense que je vais l'appeler la rébellion, qui va avoir une répercussion sur tes choix futurs et en fait sur les choix qui vont se passer sur ces derniers scénarios là. Donc il va y avoir un petit peu les deux. Après c'est toujours pareil, nous on veut un maximum de possibilités d'adaptation, donc faut pas non plus que tu sois obligé de faire l'un ou de faire l'autre. Dans l'absolu il faut que ça fasse les deux au mieux. Donc je pense que c'est toujours pareil. Enfin, c'est comme quand je sais pas, si tu fais un peu de JDR, tu as une grosse campagne, de temps en temps tu as un mec qui se pointe en plein milieu, qui fait une ou deux parties avec vous et qui repart. Tu trouves toujours un moyen de l'inclure dans le sujet. On n'en est toujours pas là, mais voilà, quelqu'un pourra assez facilement se joindre à un truc qu'il n'aurait pas suivi jusqu'au bout. Sachant que la plupart des scénarios vont avoir une durée, toujours pareil, pour pas avoir à sortir le jeu sur 3 heures, parce qu'on est toujours sur cette volonté une fois que tu maîtrises, que ça aille relativement vite, donc 1h30, 2 heures grand max. Les scénars vont faire à peu près tous cette durée-là, entre peut-être 45 minutes pour les premiers, peut-être 30 minutes pour le premier, parce qu'on n'a pas niveau 1, le premier scénario sera vraiment pour vous mettre dans le bain des nouvelles caractéristiques, des nouvelles manières de se battre, ce que tu veux. Et après, les scénarios vont être un petit peu plus longs, un peu plus cossus, peut-être un peu plus durs aussi, mais voilà, je n'ai pas envie de vous faire passer 3 heures au niveau 1, ça ne m'intéresse pas, quoi. Donc ça va être un peu court sur le début. Donc effectivement il y aura un système, on garde nos niveaux, on garde nos persos, on garde notre matos, donc il y aura toujours du loot, il y aura aussi par exemple la possibilité d'acheter le matos que vous voulez. Alors je pense que vous ne pourrez jamais acheter du matos en or, par contre vous voulez du matos en argent, vous avez la thune, entre deux scénarios vous me dites je passe chez le forgeron, j'achète mon truc, on les tourne, il y aura du loot, mais il y aura aussi la possibilité d'acheter ce dont vous avez besoin chez l'alchimiste comme sur le forgeron. Concrètement, vous allez bientôt évoluer dans un univers avec ses marchands, ses rex, ses machins, ses bitules. Quand tu vas à Carrefour, t'achètes ce que tu as besoin, tu lances pas un D20 pour savoir ce que tu vas bouffer ce mois-ci. Ça va être un peu l'idée là, vous allez rentrer dans un vrai univers, on va tout doucement sortir du jeu de société pour arriver vers quelque chose qui tend vers le jeu de rôle, donc on va vous donner de plus en plus de possibilités de choix et de prise de décision. Pour revenir un petit peu tout à l'heure sur les compétences de niveau 1, je vous disais tout à l'heure, donc là on a un très très bon exemple, je vais en prendre une qui est un peu plus basique, un peu plus simple, voilà, donc ça c'est un exemple. Lumière aveuglante, donc là, niveau 1, donc elle appartient pas, en fait quand vous commencez la partie vous choisissez alors une ou plusieurs compétences, je sais pas encore, je pense que une pour le moment c'est pas mal, probablement 2 quand vous attaquerez en mode JDR, ce qui vous donnera un total de 4 compétences à faire. J'ai fait pas mal de Donjons et Dragons et de trucs comme ça, et en fait les magiciens qui ont 45 sorts c'est drôle mais c'est vite chiant à gérer, donc en fait quand tu as déjà 3-4 possibilités plus ton arme plus les objets, c'est déjà pas mal de trucs à gérer. Après s'il y en a plus, les gens sont longs, et je pense qu'avec ça tu peux déjà faire pas mal de choses. Donc là pour le moment c'est sûr, chapitre 2 tout le monde aura une compétence de niveau 1, donc qui se présente en fait comme ça simplement. Vous allez reconnaître, il y a toujours les boucliers, les machins, les arcs, tout ça c'est toujours là. Le coup, tout est la même chose, la seule différence en fait c'est le prérequis qui est là, c'est la seule différence qu'il y a avec les compétences que vous connaissez déjà en fait, c'est qu'il y a un prérequis d'apprentissage qui peut être plus ou moins haut, ça dépend. En général du coup les persos que presque tout le monde peut prendre un peu les compétences de tout le monde, intelligence 3, presque tout le monde a intelligence 3, il n'y a que le barbare et genre le briseur de horde qui est vraiment trop con pour aller chercher ça. Mais voilà, la plupart des gens peuvent aller chercher des choses. L'avantage c'est qu'en fait vous allez essayer d'aller chercher une petite capacité qui va permettre de compléter aussi un peu votre personnage. Concrètement, une capacité que j'aime beaucoup, j'ai rigolé quand j'ai vu ça, c'est avec Frangin je crois qu'il a eu l'idée, qui dit rien mais qui est là, le coup de lancer une arme à la gueule des gens. Voilà, donc ça c'est une idée qu'on a eue, on s'est marré, donc c'est un prérequis de 4 en force par exemple. Donc, concrètement les barbares, on est chevalier, très souvent c'est un peu galère, on peut pas aller chercher les trucs qu'il y a derrière.
Donc la compétence lancer désespéré qui permet donc, il faut juste 4 en force comme prérequis pour l'avoir au chapitre 1, ça coûte 2 points endurance et en fait vous avez des armes qui sont non équipées là, qui sont dans le fameux sac sans fond. L'idée c'est que vous allez prendre une de ces armes et le balancer à la gueule d'un monstre qui se trouve derrière. Ça vous permet d'avoir une attaque à distance pour 2 d'endurance qui met 4, ça met 4 pur, donc ça va pas tuer grand chose mais ça vous débarrasse d'une araignée, d'un chien, d'une connerie comme ça. Et quand on n'a plus qu'un barbare qui tape au corps à corps, voilà. Donc l'avantage c'est que c'est à distance. Donc voilà, c'est une petite compétence toute bête qui permet de balancer une mandale à quelqu'un. Alors le truc c'est que si vous mourrez aussi, vous fuyez le combat, donc l'arme est perdue. Donc si vous balancez une arme qui déchire, assurez-vous que vous allez quand même gagner le combat, sinon vous allez l'air un peu con. Donc concrètement ces compétences ça va être ça, hein, ça va être vraiment de permettre d'arrondir un petit peu les bords et de vous donner des possibilités, de vous offrir un petit peu plus de possibilités. C'est jamais des trucs complètement pétés, là par exemple il y a beaucoup de gens qui me posent la question, Django couché, qui pose la question. On a notamment l'ambidextrie qui fait son apparition, qu'on n'a pas encore trop testé, donc je ne sais pas si -3 et -5 c'est encore un peu beaucoup, mais en gros voilà, vous pouvez attaquer avec vos 2 armes, par contre vous avez un malus sur les 2 armes. Donc il y a tout un tas de compétences qui va permettre de faire tout un tas de choses hyper sympathiques. Il y a pas mal de choses passives aussi pour ceux par exemple qui ne voudraient pas trop se prendre la tête, avoir plus de possibilités. Toujours pareil, on a des choses qui sont un peu plus complexes, des choses qui sont un peu plus simples pour les joueurs qui seraient un peu moins aventureux. Il y a vraiment un petit peu de tout et de n'importe quoi. On pourrait s'amuser à en lire 2-3 si vous voulez vous chauffer là-dessus. La deuxième grosse modification, c'est que du coup les persos vont monter au niveau 7. Donc vous allez pouvoir monter jusqu'au niveau 7. Alors monter niveau 7 c'est pareil, ça va être aussi rétroactif à chapitre 1. Et je vais vous expliquer par contre ce qui se passe. Donc le niveau 7 qui va donc donner une compétence à chaque perso supplémentaire. Le truc des compétences de niveau 7, c'est par contre celles-là sont figées, hein, vous ne la choisissez pas, donc elles sont figées par personnage. Il y a des trucs plus ou moins... alors, sachant que niveau 5 déjà c'était assez balèze, hein, vous mettiez des mandales des fois qui allaient jusqu'à 30. Là vous allez avoir des mandales qui vont monter jusqu'à très haut. On a rigolé avec Frangin quand on a testé cette compétence-là par exemple, on a réussi à one-shot un boss. Donc on passe, enfin au même titre que vous sentez la différence entre je suis niveau 1 contre des monstres de base, vous passez niveau 3, vous les dérouillez. Quand tout le monde, il y en a 2-3 qui sont niveau 5, les ennemis puissants c'est plus tant un problème que ça, et le boss est dur par contre. Et là quand vous passez niveau 7, il y a des boss, vous les poucravez littéralement quoi. La main d'Illithid par exemple, hein, donc c'est la compétence de niveau 7 de l'assassine. En gros elle utilise son attaque sournoise, donc elle met des grosses mandales, et elle recommence à utiliser son attaque sournoise tant qu'elle n'échoue pas. Donc elle peut balancer des attaques sournoises en boucle, et avec ça, plus de 3 compétences qu'une compétence, donc un perso qui arrive au chapitre 2 aussi, qui s'appelle l'usurpatrice, qui permet de relancer les dés à un mec. On a réussi à one-shot un boss, donc on a mis 8 mandales à 10 contre la grande prêtresse, et on l'a défoncé. Elle n'a pas fait un tour en fait, donc c'était très drôle. Alors du coup pour le chapitre 1, la possibilité de monter niveau 7, ce qui va se passer, c'est que vous allez faire le jeu normalement, vous faites une partie, quand vous arrivez devant le boss, vous le dérouillez. Et une fois qu'il est dérouillé, la partie ne s'arrête pas, vous rentrez à la maison, vous refaites un aller-retour, donc vous allez gagner des cristaux en tuant un boss, tout ça, et en repartant, vous retapez l'aller-retour, et vous allez vous mandaler 2 boss en même temps. Mais là, vous avez normalement la possibilité d'avoir plusieurs mecs niveau 7, et ça fait un sacré combat, c'est hyper drôle à jouer, avec des compétences qui mettent des mandales qui sont assez tarés, quoi. C'est quoi ton perso préféré? Ou un de tes persos? Ah oui, parce que toi t'avais eu un petit package illusionniste. L'illusionniste, qu'est-ce qu'elle fait niveau boucle temporelle, mercenaire, inspiration héroïque, schizophrénie, image miroir, l'illusionniste. Alors, savoir que les compétences de niveau 7, c'est pareil, elles sont aussi là dans une volonté de compléter le personnage. Par exemple, le guérisseur, il ne tape pas niveau 3 ni niveau 5, sa compétence de niveau 7, c'est un truc qui mandale comme un porc. Le magicien, il mandale, on voulait pas le faire soigner, donc par exemple il y a une compétence qui lui permet de tanker ce bâtard. Ça lui coûte 1 point d'endurance à chaque fois, mais il récupère une réduction de dégâts de 6. Voilà, là l'image miroir par exemple, au moment où un joueur devrait subir les dégâts, lancer un dé. Donc en fait, alors l'illusionniste, pour ceux qui la connaissent pas du tout, forcément il y en a qui l'ont pas eu dans le package, hein, vous avez peut-être eu d'autres persos. L'illusionniste, elle permet donc d'invoquer des illusions.
Et en gros, ces illusions, elles tapent avec, elles font des effets. Hein. Donc, en gros, c'est un petit pet avec lequel elle combat. Et là, ce qu'elle peut faire, c'est que au moment où un joueur devrait subir des dégâts, lancer un dé. Donc, elle est obligée d'avoir une illusion pour pouvoir utiliser ça. Sur pair, l'attaque touche l'illusion et n'inflige aucun dégât au joueur. Sur impair, vous pouvez soit relancer une image miroir, soit faire son machin. Donc, elle peut cramer son endurance pour que quand il y a une attaque qui part sur un pote, elle le redirige sur une de ses illusions. Ça permet de contrôler le board. C'est très très fort. Toutes les compétences de niveau 7 sont extrêmement fortes. Alors, la Barless, inspiration héroïque, ça doit être ça, je pense. Au prix d'un jet de dex supérieur égal à 17 jusqu'à la fin du tour, toutes les capacités des alliés ne coûtent que la moitié de leur coût habituel. Alors, ça pique le derche. Alors, c'est très drôle quand tu joues avec l'usurpatrice, je vais vous montrer après, qui copie la compétence d'un mec. Donc, tu as elle qui fait inspiration héroïque, puis elle qui fait schizophrénie, qui copie la compétence de la Barless, qui fait inspiration héroïque. Et du coup, les mecs payent la moitié de la moitié. Et du coup, on a des compétences de niveau 5 qui partent à 1. Et ça pique le derche. Bon, eux, ça les calme, mais c'est fort. Alors, en fait, du coup, ne cesse de rajouter une compétence, voire deux, même avec celle de niveau 1 à tout le monde. Ça crée tout un tas d'interactions possibles de partout qui sont assez affolantes. Nora, est-ce que tu as un perso préféré? Et Hermos en a fait. Est-ce que quelqu'un d'autre a un perso préféré qui veut regarder ce que c'est sa compétence niveau 7? Nora, il a dit érudit. Érudit, qu'est-ce qu'on y a mis? Érudit, procristalline, érudit, potentiel enfoui, l'érudit. Au prix d'un jet d'Inde supérieur ou égal à 18, un allié ajoute un bonus égal à la moitié de l'intelligence de l'érudit, arrondi à la valeur supérieure à tous ses jets de capacité jusqu'à la fin du combat. Si les effets de capacité se basent sur une caractéristique, ajoutez aussi l'int de l'érudit. L'érudit ne peut avoir plus d'un bonus actif. Alors ça, en fait, à la base, c'était pas la moitié, mais l'intelligence tout court. Donc on a un perso par exemple qui a une compétence qui se cale sur n'importe quelle autre de ses caractéristiques, hein, je sais pas, genre infliger autant de dégâts que votre force ou ce que vous voulez, n'importe quoi, bah, il balance l'érudit en plus. Alors le problème c'est que ça, par exemple, sur le rayon divin, lui là, sur le guérisseur, au prix d'un jet de foi supérieur ou égal à 18, le guérisseur inflige un nombre de dégâts égal à double de sa foi à 2 ennemis adjacents. Si tu rajoutes l'intelligence avec de l'érudit, on a des jets qui ne loupent jamais et qui sont complètement pétés. Je sais plus, on a mis une mandale à combien, mais c'était à plus de 50. Et on s'est dit ça commence à faire beaucoup. Du coup, on a un petit peu nerf l'érudit à ce niveau-là. Un tout petit peu, hein, guère plus, hein, parce que sinon c'était un poil trop fort. Enlace brigand, voilà ce que j'allais dire. Ah, le brigand il est drôle, je pense que lui il va être marrant. Mercenaire, 5 endurance et 3 cristaux par tour. Le brigand, par tour, par invocation, je sais pas pourquoi j'ai mis par tour, par 3 cristaux, je sais pas pourquoi j'ai mis par tour. Le brigand invoque au choix un grèveton, un mage impur ou un mage rouge, donc c'est des persos intermédiaires. Donc le mage impur, vous avez vu, c'est celui qui reste. Le mage rouge, il fait de la brûlure, et le griffeton, c'est une espèce de tank. Le mercenaire reste entre les combats et à la mort du brigand. Alors en fait, c'est une invocation qui a l'avantage de rester jusqu'à temps qu'il crève. Il est tout le temps là, quoi. Même si le brigand venait à mourir, le machin est là. Donc c'est... En fait, on s'est rendu compte que t'as testé l'illusionniste, par exemple, Hermos, tu sais que invoquer des trucs, c'est fort, quoi. Avoir quelque chose d'autre qui prend les mandales à ta place ou qui met des mandales à ta place, ça fait la différence, quoi. Et je pense que le mercenaire va être très fort. Il y a des chances que j'y rajoute une ou deux invocations au choix en plus. Je pense que je vais me lâcher là-dessus. Et je sais pas si je vais pas lui mettre pas un mais deux mercenaires encore. Ça va dépendre à quel point les ennemis intermédiaires sont forts. À quel point ils sont capables de péter le jeu. Alors, ouais, les capacités sont assez fortes. Alors, je pense que oui, de toute façon, les combats dans le chapitre 2, on va les équilibrer pour ça. Et d'où le fait pour vous, donc en fait, le chapitre 1, vous faites un tour complet. Vous pouvez monter jusqu'au niveau 7 sans problème. Vous tuez le boss la première fois. Vous ressortez et vous retournez dans le donjon et vous pétez deux autres boss en même temps. Et quand on voit les compétences de niveau 7, en fait, la possibilité de tuer deux boss, c'est pas si simple que ça, hein, mais ça se fait, quoi. C'est bien lancé, ça. Après, c'est toujours pareil, faut pas se chier sur le truc, quoi. Boucle temporelle, j'aime bien. Le seller qui permet de faire relancer les dés aux copains. Il y a tout un tas de trucs hyper sympas qui se passent. Je vous laisserai découvrir. Il y a plein de trucs cool. Bon, il y en a autant que c'est. Il va savoir le chevalier. Qu'est-ce qu'il fait, le chevalier?
Rayon divin, potentiel enfoui, rempart infranchissable. À chaque fois que le chevalier réussit son jet de def, un jet de def, il peut attaquer son assaillant avec son arme infligeant les dégâts de son arme plus 3. Alors à mon avis, ça faut le nerfer parce que c'est un très bon exemple de perso qui peut tuer tout seul le nécromant, par exemple. Si tout le monde meurt et qu'il n'y a plus que lui, le nécro est obligé d'attaquer le chevalier. Hein, en tout cas, dans le chapitre 1, chapitre 2, tout ça, il y aura la possibilité de passer son tour. D'ailleurs, même chapitre 1, vous allez avoir la possibilité de passer votre tour maintenant. On n'est plus obligé d'attaquer comme un gogol quand on n'a pas envie. Donc, effectivement, il mandale le nécro. Il est obligé de taper parce que sinon il va se faire mandaler la gueule. Et puis le chevalier, il mandale comme un bourrin, quoi. Parce que tu me tapes, tu me fais rien, j'esquive comme un porc parce que je suis un chevalier et je te mandale la tronche en 1v1. Même pas peur. Voilà, donc avec des 10 qui donnent la réduction d'armure. Donc c'est soit la réduction d'armure, soit le plus 3 qui va dégager. Il y en a un des deux qui va sauter, je pense que c'est vraiment trop fort. Mais des fois, je mets des trucs, je dis ouais, bof, allez, on va voir. Et quand on le joue, on dit ouais, ok. Plus jamais, parce que c'est. Le mec tout seul, il te fait le jeu, quoi. Voilà. Donc il y a vraiment de tout, l'incinération, le prière, machin. Donc voilà, donc une. Alors le brigand, bien joué avec un mec qui maîtrise la pile d'alchimiste, il fait le jeu. Ouais. Sans... Ouais, non, oui. Ouais. En général, le mec il prend la pile et il le met à côté de sa fiche de perso. il est tout le temps en train de piocher, il regarde ce qu'il a, ça l'intéresse. C'est vrai que ça fait la différence. Un brigand, c'est très 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 fort. C'est d'ailleurs pour ça, je pense que sa capacité niveau 7, elle est drôle, mais c'est probablement pas l'une des plus fortes parce que le brigand, c'est déjà un des persos les plus efficaces. D'autant plus qu'on rajoute plein d'objets d'alchimiste qui sont relativement pétés, qui font plus de dégâts, donc il y a plein de trucs à voir.